nous n'avons fait que exploiter une notoriété, un prestige déjà établi. Il nous a semblé que nous devions nous mettre au service de ces talents, aider à les faire connaître, c'est tout. Nous sommes éditeurs, pas autre chose. Éditeurs, diffuseurs, n'est-ce pas? Et autour de ce nom, autour de leur œuvre, n'est-ce pas, qui était progressivement découverte par l'opinion publique française, européenne, mondiale, n'est-ce pas, nous avons pu bâtir un certain nombre d'institutions, Présence africaine, la Société africaine de culture, le Festival mondial des arts nègres, dont le président international est précisément Aimé Césaire, n'est-ce pas, l'Institut culturel africain qui est l'UNESCO des peuples africains du noir, n'est-ce pas, l'UNESCO du monde noir, n'est-ce pas, et un certain nombre d'autres choses que nous avons créées, n'est-ce pas, la maison d'édition, etc., grâce à leur prestige. Parallèlement à son action politique, Aimé Césaire poursuit son œuvre littéraire et s'affirme comme l'un des plus grands poètes noirs d'expression française. Son œuvre est de plus en plus au service de son engagement en faveur de la libération du monde noir. Avant Césaire, au fond, le Martiniquais, lorsqu'il était écrivain, ne faisait qu'une littérature qui était une sorte de décalcomanie de la littérature métropolitaine. Et Césaire s'est rendu compte tout de suite qu'il lui était impossible d'écrire dans la tradition métropolitaine. D'ailleurs, il vous l'a probablement dit lui-même, il a détruit tous ses premiers poèmes parce que ses premiers poèmes ne lui permettaient pas de traduire cette identité martiniquaise. Il a créé un nouveau langage, ce qui est peut-être la plus grande révolution que Césaire ait apportée à la littérature française, c'est d'utiliser la littérature française dans un sens martiniquais, c'est-à-dire de forger une langue qui puisse rendre le moi martiniquais, même je dirais plus loin, enfin le moi antillais. Cette langue, Aimé Césaire la met au service du théâtre et de thèmes politiques. Il travaille étroitement avec Jean-Marie Serrault qui crée en 1964 la tragédie du roi Christophe. Monseigneur le duc de Dondon, sa grandeur Monseigneur le duc de la Marmelade, Monsieur le comte de Trou-Bonbon, Monsieur le comte de Sale-Trou. La démarche, soignez la démarche. Pas de gestes saccadés, anguleux, des gestes arrondis. Ni les raids d'un soldat à la manœuvre, ni la nonchalance des involtes. Les pieds africains et les bras créoles. Un air à la fois digne et naturel. Naturel et solennel. 1, 2, 3, 4. Nom de Dieu! Qu'est-ce qui m'a foutu des cocos pareils? La décolonisation, et plus particulièrement le drame de Patrice Lumumba, lui inspire une autre pièce, Une saison au Congo. Il fait de Lumumba un visionnaire, un révolutionnaire, vaincu certes, mais vainqueur finalement par sa vision du devenir de l'Afrique et du monde noir. Moi, sire, je pense aux oubliés. Nous sommes ceux que l'on posséda, que l'on frappa, que l'on mutila. Ceux que l'on tutoyait, ceux à qui on crachait au visage. Sire, toute souffrance qui se pouvait souffrir, nous l'avons soufferte. Toute humiliation qui se pouvait boire, nous l'avons bu. Mais, camarades, le goût de vivre, ils n'ont pu nous l'affadir dans la bouche. Et nous avons lutté avec nos pauvres moyens. Lutté pendant 50 ans. Et voici, nous avons vaincu. Congolais, aujourd'hui est un jour grand. C'est le jour où le monde accueille parmi les nations Congo, notre mère, et surtout, Congo, notre enfant. L'enfant de nos veilles, de nos souffrances, de nos combats. Camarades, tout est à faire, ou tout est à refaire, mais nous le ferons, nous le referons, pour Congo. Nous reprendrons les unes après les autres toutes les lois pour Congo. Nous réviserons les unes après les autres toutes les coutumes pour Congo.
Traquant l'injustice, nous reprendrons l'une après l'autre toutes les parties du vieil édifice, et du pied à la tête, pour Congo. Tout ce qui est courbé sera redressé, tout ce qui est dressé sera amélioré, pour Congo. Je demande l'union de tous, je demande le dévouement de tous, pour Congo. Uhuru! C'est donc sur cet extrait d'une saison au Congo, la fin de notre première partie. Et avant que nous évoquions dans la deuxième partie de cette émission ce qu'est votre action aujourd'hui à la Martinique et à Paris, j'aimerais vous demander si vous avez un point à préciser, quelque chose à ajouter ou à corriger. Non, il s'agit là d'un survol. Oui, bien sûr. D'un survol de ma vie, un survol de l'histoire martiniquaise également, bien entendu avec insistance sur certains moments forts et certains événements représentatifs. Il s'agit donc d'un choix, et tout choix est forcément arbitraire, mais je dois dire que le choix est bon. Il me semble que l'essentiel est dit et que rien de fondamental n'a été oublié. Il y a là même des choses qui pour ma part, m'ont profondément bouleversé. C'est une étrange impression que l'on a d'ailleurs de se voir ainsi, si vous voulez, projeté sur un écran. Ce n'est pas une expérience que je suis prêt d'oublier. Qu'est-ce qui vous a bouleversé, par exemple? Eh bien, en somme, j'ai revu ma vie. C'est très important. Et j'étais étonné de voir là des documents que je croyais perdus, disparus. C'est donc là, pour moi, un très bon travail. Eh bien, je vous remercie. Je vous propose maintenant, alors, Aimé Césaire, de suivre la deuxième partie de cette émission et de retrouver Daniel Barre et Bernard Mermot qui vous ont suivi à la Martinique et à Paris. La mairie de Fort-de-France, au cœur de cette ville de 120 000 habitants. Constamment réélu depuis 1945, Aimé Césaire a transformé ce bâtiment vieillot, témoin de l'époque coloniale, en un véritable fief politique. Deux fois par semaine, il reçoit tous ceux qui désirent le rencontrer et lui demande de les aider dans le maquis administratif français. Ce sénatrice n'est pas là? Dites-moi, mademoiselle Littré, voyez un petit peu son cas là. Hein, si c'est pour Joseph que c'est le permis de construire, envoyez à Joseph. C'est pour monsieur Siedil. Monsieur qui? Siedil. Voyez un peu le cas et dites-moi de quoi il s'agit même au téléphone. Populaire, Aimé Césaire inspire même les chanteurs martiniquais. Aime le bon Dieu, aime ton frère, aime ta sœur, surtout aime, aimer Césaire. Aimer maman, aimer papa, aimer tes frères, aimer tes sœurs, aimer cochon, aimer bon Dieu, surtout aimer Césaire, grand poète noir, mais grand poète de la décolonisation, celui qui a donc contribué à la culture universelle. C'est un poète, un grand poète de la décolonisation. Monsieur, mesdames, il contribuait à la culture universelle. On nous criait vive Césaire, défenseur des humiliés. On nous criait vive Césaire, défenseur des offensés. On nous criait vive Césaire, défenseur de toutes les races. On nous criait vive Césaire, un artiste très humaniste. On nous criait vive Césaire, un homme universaliste. On nous criait vive Césaire, défenseur des humiliés. On nous criait vive Césaire, défenseur des offensés. On nous criait vive Césaire. Rencontre avec des électeurs et son ancienne institutrice. Tu vas bien? Hein? Tu ne changes pas. Ah, hein? n'est-ce pas? C'est formidable. Ouais. Hein?
En dépit de la modestie des moyens financiers dont dispose une municipalité d'opposition, Aimé Césaire a adapté la mairie de Fort-de-France à la gestion moderne et à l'informatique. Le fait que j'ai pas toujours ce matériel et les matériaux respondent. Bon, en tout cas pour ce qui est de la maternelle de Dillon, ça marche bien. Les gars, ils sont à peu près sur leur affaire, ils disent on sera prêt pour la rentrée. Oui, ça marche. Nous attendons des matériaux. Entouré d'une équipe de fidèles, il a transformé la municipalité en une entreprise autonome, employant plus de 7000 personnes et disposant notamment de son propre parc de véhicules. Il exploite également une carrière dont les matériaux servent ensuite à la construction d'immeubles dans les quartiers les plus défavorisés. Le logement est un des problèmes les plus aigus à Fort-de-France. Dans cette rue du Coup de Main, les habitants construisent eux-mêmes leurs maisons en s'entraînant sur des terrains abandonnés avec l'accord de la municipalité. Ces mains qui se tendent vers l'animateur d'une loterie sont symboliques de la politique d'assistance dans laquelle survit la Martinique. Tout ici dépend de la manne venue de Paris. Le chômage fait des ravages. Une personne active sur deux n'a pas d'emploi. Bien des jeunes n'ont pas d'autre choix que l'immigration vers la métropole, où les attendent des emplois subalternes et surtout un certain racisme. Ces hommes, ces femmes sont des Français, comme l'habitant de Bourges ou de Perpignan. Ils disposent, en principe, des mêmes droits. Mais à l'image de la couleur de leur peau, la différence est grande. La disparition des plantations de canne à sucre, l'abandon des distilleries, la reconversion des grands propriétaires vers d'autres secteurs économiques, parfois hors de l'île, tout cela a accentué la crise économique. En 1963, la Martinique produisait près de 100 000 tonnes de sucre. Aujourd'hui, elle n'en livre plus que 14 000. Et l'île ne compte que 3 sucreries alors qu'il y en avait près de 500 au début du siècle. Comme le montre cette carte, les 3/4 des bonnes terres sont toujours aux mains des béquets, c'est-à-dire d'une minorité accusée par les partisans de Césaire d'être responsable de la crise actuelle. Ils ont la pleine responsabilité de la situation économique actuelle, parce que non seulement ils ont aidé à liquider la petite économie, la petite industrie qu'on avait ici, mais ils ont investi à l'étranger, et ils ont investi dans de très grandes surfaces au Venezuela, par exemple. Ils ont poussé la trahison de la canne à sucre jusqu'à maintenant et mettre leurs capitaux dans l'industrie sucrière betteravière. Et vous savez que la betterave a été l'ennemi numéro 1 de la canne à sucre depuis toujours. Et ils sont allés jusqu'à, dans leur volonté de ne pas investir à la Martinique, mais ailleurs, ils sont allés, malgré la situation que vous connaissez, jusqu'à investir en Rhodésie il y a moins d'1 an. La puissance des béquets, du clan béquet s'est renforcée. Il faut leur rendre sa justice, qu'ils ont su s'adapter. Par exemple, non seulement ils tiennent l'économie, comme ils ont tenu les usines, ils ont maintenant les points de vente à grande surface qui est à eux, mais ils dominent la banque, ils dominent les assurances, n'est-ce pas, de sorte que c'est entre leurs mains que tout passe, pratiquement. Et dès qu'il y a une activité qui a été rodée par les petits et les moyens, ils s'en accaparent. Ainsi, la culture de la banane, ça a démarré d'une manière presque domestique. C'est des gens qui plantaient. Puis quand ça a pris, ils s'y sont mis des centaines et des centaines d'hectares, et maintenant ils dominent entièrement le marché de la banane à la Martinique. Autre problème que doit affronter Aimé Césaire, la dépendance totale de la Martinique à l'égard de la métropole. Une dépendance administrative, politique et économique. Tout se décide à Paris. Tout vient de Paris.
La Martinique importe de la métropole ce qui pourrait être produit sur place, comme le beurre, le lait ou les fruits et légumes, et surtout 9 tonnes de poissons par jour, alors que les eaux martiniquaises sont poissonneuses. Incontestablement, la Martinique est dans une situation économique infiniment plus mauvaise à l'heure actuelle qu'elle ne l'était en 1939 ou en 1940. Et à l'heure actuelle, nous avons assisté à la disparition de la production martiniquaise et désormais, la Martinique ne vit plus que de l'aumône de l'État. Nous sommes dans un régime d'assistance. C'est peut-être très commode pour un gouvernement à vue machiavélique, mais en tout cas, c'est infiniment dommageable pour la dignité de l'homme martiniquais. L'opposition entre le député poète et le gouvernement français est totale, irréductible même. Pour le touriste, Fort-de-France offre l'image d'une ville active, issue d'un prospectus sur papier glacé. Une ville sans histoire. En réalité, chaque campagne électorale est l'occasion d'un affrontement très vif, les partisans du gouvernement cherchant à éliminer les hommes dont la popularité est indéniable. Il y a un attachement qui est irrationnel, qui est affectif, qui est charismatique de la part des Martiniquais envers Césaire, un attachement que tout Martiniquais éprouve, même ceux qui ne sont pas d'accord avec Césaire, même moi, et pour cause. Tout simplement parce que Césaire nous justifie dans une large mesure. Il nous justifie pourquoi? Il nous justifie parce qu'aux yeux du monde, il est celui d'entre nous qui aura porté le plus haut notre renommée, notre colère, notre cri, notre souffrance passée, présente. Quelqu'un qui a poussé ce cri et qui, au bout du compte, se retrouve entouré d'une bande de petits bourgeois qui font une politique médiocre à la petite semaine. Et si bien qu'on se demande comment un personnage aussi lucide, aussi grand par l'esprit, peut s'accommoder d'un tel compagnonnage. Et à ce moment-là, on commence à avoir des doutes. Alors, tout ça se solde par quoi? Ça se solde par une espèce de réaction très curieuse de la part des césaristes. Oser critiquer Césaire, c'est un crime de lèse-majesté. On n'a pas à toucher à M. Césaire. Seulement, on ne fait pas de la politique avec des bons sentiments et on ne fait pas ni du césarisme ni de l'anticésarisme avec simplement des réactions affectives. Il y a la Martinique. À l'heure actuelle, Césaire est, et puis un jour, Césaire aura été. Et qu'est-ce qui restera? Cette question, les partisans de Césaire ne se la posent pas. Fascinés par sa personnalité, par son langage de tribun, ils vibrent avec lui à l'idée de l'autonomie de leur île. À l'heure où dans le monde entier, le processus de décolonisation s'achève, à la même heure, à la Martinique, un processus tout autre est commencé et va bon train, et c'est un processus de recolonisation. Et oui, Martiniquaises et Martiniquais, le processus est commencé. Regardez vos plages, regardez vos rues, regardez vos administrations, regardez les banques, regardez les grands magasins, regardez les grandes surfaces, regardez la préfecture. Parfois, c'est en vain que vous chercherez une tache de couleur, une tache sombre dans le paysage. Tout est blanc. Tout est blanc. Il ne s'agit pas de racisme. Il s'agit de l'équilibre d'une société menacée. Menacée dans son être, menacée dans sa vitalité, menacée dans son identité, menacée dans sa survie. Je vous le dis, attention, Martiniquais, prenez garde. Membre du RPR, partisan de Jacques Chirac, ancien membre du Parti communiste lui aussi, Michel Renard a été désigné par Paris pour affronter Aimé Césaire lors des élections législatives de mars 78.
deux types d'hommes vont s'affronter, deux types d'hommes totalement différents. Michel Renard, le fonceur, l'homme de dossier, Aimé Césaire, le poète. Si vous voulez, on peut voir les choses comme ça. Bon, deux types d'hommes, évidemment, nous sommes très différents l'un de l'autre. Monsieur Renard a dit que je suis un intellectuel complexé. Et grâce lui soit rendue, il n'est ni intellectuel ni complexé. Monsieur Renard, c'est plutôt, je le vois, c'est un personnage pittoresque, un personnage haut en couleur. Je ne nie pas ses qualités, à la limite, c'est un personnage folklorique. Intellectuel complexé, moi je dirais, lui, que je le vois plutôt, je ne sais pas, dans un film, voyez-vous. Nous n'irons pas jusqu'à la diffamation, Aimé Césaire. Ah, j'espère que non. Ben, disons, grosso modo, pour aller vite, disons que je le vois surtout comme un major de quartier. Ça, c'est très folklorique. C'est une des figures de la Martinique. C'est une des figures de la Martinique. Dans un film, je le verrais beaucoup, moi, j'avoue, dans le rôle d'un débonnaire président du Conseil général, que dans le rôle d'un tyran président, d'un président tyran de quelque république bananière du côté de Panama ou de Costa Rica. Aimé Césaire, que j'ai toujours respecté, de qui je n'ai jamais parlé dans toutes mes interventions depuis le début de la campagne électorale, m'a traité de major de quartier. Mais il a oublié deux choses, Aimé Césaire. C'est que ce sont les gens des quartiers les plus populaires, qui font les maires et qui font les députés. À la Martinique, une campagne électorale est toujours passionnée. Elle peut aussi être violente, comme le prouve la mort d'un membre du service d'ordre du candidat gaulliste, tué par des membres du Parti progressiste d'Aimé Césaire. Ces condoléances, je le répète, je les présente à sa famille et non à ses employeurs. À ceux qui pleurent sa mort et non à ceux qui exploitent sa mort comme ils ont exploité sa vie. Victime du colonialisme, il l'aura été jusqu'au bout. De ce fait, il mérite que nous lui adressions ce soir une pensée qui ne soit ni de haine, ni de rancune posthume. Ah, la départementalisation. Que d'espoir n'avait-elle pas fait naître dans nos cœurs en 1946? C'était, pensions-nous, la fin de la discrimination, la fin du colonialisme, la fin du pouvoir des gouverneurs bottés et casqués. C'était l'extension automatique des lois sociales à la Martinique. C'était la fin des vieilles féodalités. Et puis c'était, et c'est ce que ce peuple réclamait par-dessus tout, c'était l'égalité des droits avec les citoyens de ce qu'il est convenu d'appeler la métropole. Dans le monde moderne, l'autonomie, c'est désormais la règle. C'est tout ceci, et avec cette devise, ce dimanche, nous vaincrons. Nous vaincrons, avait promis Césaire. Ce fut le cas une nouvelle fois. Réélu député, il conservait son siège à l'Assemblée nationale et retrouvait Paris, où il séjourne la moitié de l'année pendant les sessions parlementaires. On le rencontre souvent à la bibliothèque de l'Assemblée, préparant ses interventions parlementaires, répondant à ses électeurs, défendant leurs intérêts auprès de l'administration française, gérant de loin la municipalité de Fort-de-France, mais s'occupant aussi de recherches littéraires et de son œuvre poétique. Discret, réservé,
Ne se mêlant pas au milieu politique français, Aimé Césaire poursuit depuis des années son combat politique et littéraire pour la Martinique et le monde noir. Les batailles célèbres, la diaspora noire. Oh, non mais ça va. Non mais elle est pas. Il n'y a pas de très belle photo là. Très belle, oui. Elles sont magnifiques les photos. Elle a un talent extraordinaire. Je crois que c'est le rêve de tout Africain qui, ayant grandi un peu dans l'ombre de la négritude, le terme est là, qui a fait des études et qui a, de ce fait, est venu à étudier Aimé Césaire en tant qu'auteur et qui a lu des choses d'Aimé Césaire, de rêver de rencontrer Aimé Césaire. Et moi, si je viens à vous aujourd'hui, c'est comme le néophyte d'hier, le consultant d'hier qui va au grand sorcier. Ça me touche beaucoup. Je rencontre souvent des étudiants africains, dans le métro, sur le boulevard, hier encore. Ils me reconnaissent, je suis tout à fait étonné, ils me reconnaissent, ils viennent à moi et ils me retéléphonent. Je vois souvent les étudiants africains. Pour ma part, je ne suis jamais considéré comme député comme un autre. Je ne suis pas du tout atteint du virus parlementaire. Je me sens essentiellement un petit peu, comme dirait Senghor, un peu comme un ambassadeur de mon peuple. Et je ne me produis dans l'hémicycle que lorsque les intérêts du peuple que je représente sont en jeu. Ce n'est pas de ma faute si, après tout, on discute assez peu à l'Assemblée des questions du département d'outre-mer. Est-ce avec un tel instrument de travail que nous pourrons aller de l'avant? Préparer l'avenir de ces pays d'outre-mer, c'est quoi, monsieur le secrétaire d'État? Ce n'est pas faire la politique de l'autruche. Ce n'est pas se rassurer en ressassant quelques formules à l'usage des bien-pensants. Ce n'est pas décourager à coup d'anathème toute tentative d'innovation politique. Préparer un avenir pour les départements d'outre-mer, c'est d'abord et prioritairement arrêter le dépérissement économique des îles. C'est stopper le processus qui les mine et les conduit insensiblement, mais inéluctablement, à la ruine et à la catastrophe. En tout cas, à vrai dire, monsieur le secrétaire d'État, je crains que ma question n'apparaisse comme de pure rhétorique. Si la réponse est contenue à l'avance dans le budget qui nous est soumis, je ne peux que dire hélas. La parole est à monsieur Lagourgue. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues. Il me choisit ce soir le redoutable honneur et l'insigne privilège de vous présenter un homme qui est pour nous tous du monde noir un symbole et une espérance. Aimé Césaire, vous êtes pour nous l'homme de la solidarité qui avait dit « cet homme de haine pour qui je n'ai que haine ». Et alors nous ferons ensemble, en effet, l'Assemblée générale des gouverneurs de la Rosée pour défricher la misère et planter la vie nouvelle. Aimé Césaire. Voilà, Aimé Césaire. Eh bien, ces applaudissements au Grand Théâtre à Genève, où était créée une cantate en première mondiale de votre œuvre, Le Cahier d'un retour au pays natal, ces applaudissements à l'Assemblée nationale quelques minutes auparavant dans le film, sont un peu symboliques des deux personnages que nous avons invités ce soir, des deux visages qu'il y a en vous. Alors, pourquoi êtes-vous passé, si vous voulez, à l'action politique? J'entends par là, vous avez, je ne dirais pas abandonné, mais mis l'action poétique un tout petit peu de côté. En 1945, vous êtes lancé dans l'action politique. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à ça? Est-ce que vous aviez le sentiment que pour remuer la Martinique, les poèmes n'étaient pas suffisants? Je ne suis pas du tout de ceux qui opposent le rêve et l'action.
Je crois que les deux choses sont complémentaires. Voyez-vous, j'appartiens profondément à mon peuple. Je suis enraciné très profondément dans ce peuple. Je ne m'explique que par ce peuple. C'est vrai que je suis intellectuel, mais intellectuel enraciné. Et ma conception de la littérature a toujours été la conception d'une littérature engagée. Je suis viscéralement engagé. Je n'imagine pas une seule seconde qu'un intellectuel noir, un intellectuel d'un pays sous-développé puisse se retirer de sa tour d'ivoire. Nous sommes comptables non seulement de nos destins individuels, mais de notre destin collectif. Par conséquent, c'est tout naturellement, sans problème aucun, sans drame particulier, que je suis passé de la littérature, si vous voulez, à l'action politique. Mais est-ce que les poèmes de Tropique, par exemple, de l'époque de Tropique, n'étaient pas un peu coupés de la réalité martiniquaise? Beaucoup moins qu'on ne croit. Et c'est, bien sûr, il y avait un langage qui pouvait sembler ésotérique, mais voyez-vous, si la censure s'y est trompée, le peuple martiniquais ne s'est jamais trompé. Il y a une sorte d'entendement, en particulier, qui fait que ce peuple noir comprend au-delà des mots, ou si vous voulez, en deçà des mots. Il y a une compréhension en profondeur qui est extrêmement réelle. Par exemple, j'étais très frappé lorsque je suis arrivé en Afrique, quand j'ai vu des gens maîtrisant mal le français, par exemple, et comprenant le cahier de retour pays natal, parfois le récitant, le comprenant en tout cas beaucoup mieux que beaucoup de Martiniquais bardés de diplômes. Quand vous parlez du peuple martiniquais, vous en parlez comme d'un peuple colonisé. À plusieurs reprises, le terme est venu dans l'émission, notamment dans un discours qu'on entend récemment. Est-ce que vraiment vous vous sentez, vous, comme un colonisé? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'excès dans la formule? Il n'y a aucun excès, c'est simplement la description de la réalité. C'est un fait que la Martinique, malgré la réforme juridique, si vous voulez, est en fait un pays colonisé. C'est une colonie d'un type spécial, si vous voulez, mais c'est un pays colonisé, et il est clair que ce que je reproche essentiellement au régime actuel, c'est d'être un peu la feuille de vigne d'une colonisation, d'une domination. Et pourtant, la situation d'un Martiniquais, par exemple, est plus favorable que celle d'un Haïtien? Ben, tout dépend du point de vue auquel vous vous placez, n'est-ce pas? Le régime dans lequel nous sommes, à l'heure actuelle, c'est un régime, disons, d'intégration. Mais imaginez, un petit peuple de 300 000 habitants a été intégré dans un grand pays de 55 millions d'habitants. Vous voyez tout de suite la différence, la disproportion. Et un pays d'administration directe, un pays administré par un grand pays dont le centre de décision se trouve à 7000 km. Centre de décision sous lequel le Martiniquais n'a aucun moyen de pression réel. Il y a donc là une situation particulière, sans compter que l'économie, si vous voulez, est restée inchangée, l'économie est restée de type colonial. Pas d'industrialisation, agriculture de subsistance, etc., etc. Bien sûr, il s'agit d'une colonie d'un type particulier. Si vous voulez, si je voulais définir de manière très précise le type de colonisation qui existe à la Martinique, je dirais que c'est une sorte de régime paternaliste. Tout se passe comme si nous avions remis entièrement notre sort entre les mains d'une métropole lointaine, distante de quelques 7000 km de la Martinique, une métropole chargée d'agir pour nous, de penser pour nous, de décider pour nous, et à charge pour elle
de nous nourrir, de nous éduquer, de nous vêtir. En somme, si vous voulez, c'est un petit peu une sorte de renouvellement du vieux pactum subjectionniste dont parlent les anciens auteurs. En vérité, je ne connais pas de forme plus parfaite du colonialisme que celle-là. Ce matin, quand on est arrivé à l'hôtel, quand vous êtes inscrit, vous avez sorti votre passeport français. Vous parlez et vous maniez la langue française avec brio. Est-ce que vous vous sentez français ou pas du tout? Je me sens fondamentalement martiniquais, fondamentalement antillais, fondamentalement nègre. Bien entendu, je ne récuse pas du tout la culture française. La langue française est une langue que j'aime. J'ai été élevé dans... j'ai reçu une éducation française. Je ne renie pas du tout mes bons maîtres. Mais je suppose que si le hasard de l'histoire m'avait fait naître à quelques kilomètres de la Martinique, peut-être aurais-je été sujet anglais ou citoyen anglais. Par conséquent, voyez-vous, j'assume totalement ce que je suis et ce que l'histoire a fait de moi. L'histoire a fait de moi un francophone, mais l'histoire a fait de moi d'abord, essentiellement, un Antillais et fondamentalement un Noir, donc un Africain. Plusieurs reprises, on a entendu prononcer le mot autonomie lorsque vous parlez de la Martinique. En 1945, vous étiez favorable à la départementalisation, je veux dire en quelque sorte à l'intégration à la métropole. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie aujourd'hui pour vous? Eh bien, bien entendu, j'étais favorable à l'intégration. C'était un vieux rêve martiniquais. Je crois que vraiment 1945 a été la fin d'une époque. Pendant tout un siècle, les Martiniquais avaient vécu sur cette idée, sur ce mythe du civis romanus, ce mythe du citoyen français, et l'accès à la citoyenneté française pleine et entière, c'était pour les Martiniquais la fin de l'époque coloniale. C'est vrai. Bon, c'était, à mon avis, c'était très symptomatique des conceptions politiques du XIXe siècle. Bien. Je crois que les choses ont changé. Nous avons fait une expérience que je considère comme malheureuse, et puis nous en avons tiré les conclusions. Alors, les conclusions, c'est que, à l'heure actuelle, dans le monde entier, les peuples considèrent que ce qu'ils ont de plus précieux, c'est leur personnalité, c'est leur identité. Et comment la Martinique aurait-elle échappé à ce qui est une des caractéristiques du monde moderne? Vous me demandez ce que c'est que l'autonomie, mais je crois que nous sommes dans un pays où précisément il y a d'excellents exemples d'autonomie. L'autonomie, c'est la possibilité pour nous de gérer démocratiquement nos propres affaires. C'est la possibilité pour nous de nous prendre en charge, de nous assumer pleinement, à l'intérieur d'épanouir notre personnalité. À l'intérieur de la Vous France. me demandez si c'est à l'intérieur. Bien sûr, parce qu'il s'agit d'une autonomie. Il ne s'agit pas d'une indépendance, il s'agit d'une autonomie. Par conséquent, ce que nous voulons, c'est être pleinement nous-mêmes, nous diriger nous-mêmes, sans rompre pour autant les liens de solidarité qui nous unissent à un grand ensemble francophone. Bien entendu, il faudra commencer par redéfinir cet ensemble, par redéfinir les lois qui gouvernent cet ensemble, mais enfin, l'autonomie ne signifie pas rupture, il s'agit de réaménagement, n'est-ce pas? Et si vous voulez, l'autonomie, c'est un petit peu une synthèse. Si la thèse, c'est l'intégration, et si l'antithèse, c'est la séparation, eh bien, la synthèse, le troisième terme, qui transcende les deux autres, c'est peut-être l'autonomie. Mais est-ce que dans votre esprit, quand même pas à plus ou moins long terme, l'autonomie signifie indépendance? Mais écoutez, nous ne sommes pas des prophètes. L'histoire décidera. Mais je considère que la Martinique est une nation qui a vocation, par conséquent, pour être libre, qui, comme toutes les nations, a le droit de disposer librement d'elle-même. Et alors, ce que les Martiniquais feront de cette liberté, de cette autodétermination, eh bien, ils le feront en fonction
des besoins du moment, en fonction des circonstances, en fonction des nécessités de l'heure. Et je considère que pour l'époque historique où nous sommes à l'heure actuelle, je crois que la notion d'autonomie est certainement celle qui correspond le mieux aux intérêts martiniquais. C'est une solution qui me paraît constituer un grand pas en avant et qui, en même temps, ne fait pas intervenir une révision déchirante de certains nombres de traditions. L'économie martiniquaise dépend énormément de la France. Est-ce que la Martinique pourrait vivre sans la France? Elle vivrait certainement autrement. Bien sûr, nous sommes dans un siècle où le mot d'indépendance a un sens très relatif, puisque même de grands pays, de pays relativement grands comme la France, sont extrêmement dépendants, n'est-ce pas? Bien sûr, mais je considère que, en tout cas, que la Martinique est un pays qui est un pays viable, ce n'est pas du tout un pays sans ressources, et que le régime dans lequel nous sommes et que nous subissons conduit tout droit au dépérissement de la Martinique dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a des tentations de violence chez les jeunes Martiniquais? Est-ce que certains vous reprochent, par exemple, d'avoir choisi ce que j'appellerais la voie légaliste? Vous êtes député français. Et est-ce qu'il y a chez certains une tentation de violence, de trouver d'autres voies pour sortir de la situation actuelle? Bien, il est tout à fait évident qu'il y a toujours une tentation. Je considère en général que la violence, c'est un petit peu le recours des peuples qui sont acculés. Jusqu'à présent, ce n'est qu'une tentation chez les Martiniquais, mais il est tout à fait évident que si le peuple martiniquais a l'impression qu'il est acculé et qu'il est dans l'impasse, tôt ou tard, on peut assister à des phénomènes de violence. Tout à l'heure, vous avez évoqué, lorsque je vous posais la question si vous vous sentiez français, vous avez dit « je suis antillais, je suis noir, je suis africain ». Vous vous sentez de plus en plus africain? Mais je crois que je suis fondamentalement. J'ai découvert que j'ai une histoire, et que mon histoire ne commence pas en 1635. C'est ça qui est important, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit que la Martinique, c'est simplement un morceau d'Afrique, ce n'est pas vrai. Ce serait une simplification de ma pensée. Bon. Mais je sais aussi que mes ancêtres ne sont pas les Gaulois. Je sais que le peuple martiniquais, pour l'essentiel, est arrivé à la Martinique par suite d'une voie de fait de l'histoire. Nous avons été arrachés à un continent. Voyez-vous, je vais vous faire une confession. Lorsque je suis arrivé à la Martinique, à l'âge de 18 ans, je ne connaissais pas du tout l'Afrique. Et lorsque vous êtes arrivé à Paris? Lorsque j'ai arrivé à Paris, je ne connaissais pas du tout l'Afrique. Et 2 jours après mon arrivée, j'ai rencontré 2 hommes. L'un qui s'appelait Ousmane Soussé, je l'ai rencontré sur les bancs de la Sorbonne. Et dans la même journée, je crois, j'ai rencontré au lycée Louis-le-Grand Léopold Sédar Senghor. Et il se trouve que pendant une dizaine d'années à peu près, je n'ai guère vécu qu'avec des Africains. Je n'ai fréquenté que des Africains. Eh bien, je crois que ça a été pour moi une rencontre déterminante. Ça avait l'air de m'éloigner de la Martinique, il n'en était rien. J'ai beaucoup appris avec eux. Et finalement, quand je suis revenu à la Martinique, pour la première fois, j'ai compris mon pays. Je l'ai compris en profondeur. Et je crois que pour comprendre la Martinique, il faut savoir faire le détour par l'Afrique.